Le danger pour moi, c'est d'avoir des gens qui s'imaginent que du coup, j'ai plus besoin de BA, j'ai plus besoin d'ingé son, j'ai plus besoin de programmateurs, la machine me dit quoi faire. Pour moi, l'AI ne se nourrit que de ce qui existe déjà. Si on la laisse 100% toute seule, elle fera un truc, bon, c'est pas mal. Techniquement, c'est clean, mais émotionnellement, il n'y a pas ce risque, cette fausse note, mais qui devient super cool. C'est de l'industriel, et je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des talents humains qui ont une sensibilité, musique, programmation, etc., qui peuvent créer un ensemble qui est intéressant et qui seront aidés par de l'AI. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être là. On est là parce qu'on a besoin de dire la vérité sur l'intelligence artificielle dans la musique. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis quelques années, on voit beaucoup de buzz apparaître en tant qu'auditeur ou observateur de la musique. On a vu un featuring entre Drake et The Weeknd. On a vu un Travis Scott. On a vu un remix cet été de Cyan, de Reste l'Enfoiré, interprété par Projet. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. Donc on a besoin de capter, voilà, qu'est-ce qui se passe. Si on était sur Twitter, j'ai envie de dire, on parlerait de multiverse. Là, on va rester un petit peu plus dans le concret, mais on n'est pas loin. On parle d'intelligence artificielle et j'ai 3 personnes pour en parler aujourd'hui. Et justement, il y a l'auteur d'un de ces 3 buzz qui est là pour en parler, donc LNK. Yes, c'est ça. C'est toi qui es à l'origine du remix d'Angèle qu'on a tous entendu cet été. Merci beaucoup d'être là. On va parler de toi en tant que compositeur, remixeur, artiste. Et je pense que ton avis sur tout ça va être intéressant. Nickel, merci à vous pour l'invite. Avec plaisir. Adrien, je continue dans ce sens-là. Donc tu es cofondateur du studio Biscuit, studio de création spécialisé dans la vidéo. Vous êtes connu notamment pour le clip TN de Booba qui est sorti en NFT, le clip de Kekra. Et aussi, je pense que l'un des trucs connus aussi, c'est les SKU de la crème. Ça donne un bon panel de ce qu'on fait, un peu de sérieux, un peu de débile et du graphisme entre les deux. Voilà, et je suis ravi d'être là. Merci à toi d'avoir été si positif à l'idée, si enthousiaste à l'idée de parler de ce sujet-là, qui est cool. Et je pense que l'apport que tu vas avoir va être super intéressant. Ouais, j'espère. Et Bénédicte, je termine par toi. Tu es donc secrétaire général du Mama Festival. Entre autres, tu as été aussi jusqu'à récemment responsable de l'antenne Île-de-France pour les Inuits du Printemps de Bourges. Tu as un passif aussi de directrice artistique, de programmatrice. Donc tu vas avoir l'œil un petit peu Mama Festival déjà d'une part, puisque si on est réunis ici, c'est dans le cadre du Mama Festival, qui est, si tu veux en parler mieux que moi, n'hésite pas, mais un peu le rassemblement annuel de toute la filière musicale, cette année autour de 3 thèmes, donc l'intelligence artificielle dans la musique, la décarbonation et musique et image. Donc là, aujourd'hui, on a 40 sélectionné l'un des 3 thèmes. Mais voilà, merci beaucoup d'être là. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Écoutez, je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour ça. Il y a quand même un enjeu, je pense, de définition autour de ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'est pas. J'aimerais qu'on reste le plus concret possible dans ce dont on va parler. On va pas passer trop longtemps. Je vais rapidement vous demander concrètement quels sont les usages, quelles sont vos définitions à vous de l'intelligence artificielle. Mais si on doit dire globalement, pour poser une petite base, j'ai envie de dire l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes qui sont programmés dans une fonction précise. Là où ça devient, là on peut parler d'intelligence, c'est que ces algorithmes, on leur fournit des données, ils sont capables de produire à partir de ces données-là, mais aussi d'apprendre et de générer des choses nouvelles à partir de ça. Donc c'est vrai que c'est déjà aussi assez impressionnant, voire confusant. Vous, directement, dans vos travaux à vous, et notamment peut-être on peut commencer par toi, puisque tu as participé à la coordination des conférences du Mama Festival, et notamment sur ce thème-là, où est-ce que tu vois les usages de l'intelligence artificielle dans la musique? Et est-ce que aussi tu as quelque chose à apporter à cette définition que j'ai donnée? Déjà, au niveau des conférences du Mama cette année, on va organiser 4 grands débats qui vont justement creuser pas mal des thématiques dont on va parler maintenant, mais qui vont être approchées par un certain nombre d'experts sur ces sujets-là. Donc en gros, il va y avoir 4 grands débats sur le sujet de l'intelligence artificielle au Mama, qui est un sujet qu'on aborde déjà depuis un certain nombre d'années, puisque je pense qu'on va en parler. Les algorithmes sont présents et omniprésents depuis pas mal d'années dans le milieu de la musique. On a fait le choix d'avoir une
une première porte d'entrée qui était plutôt une approche un peu généraliste pour expliquer quels étaient les liens entre musique et IA. Un second débat qui aura lieu avec l'IA aujourd'hui et déjà demain. Un troisième où un certain nombre d'experts va venir justement creuser ce sujet-là. Et enfin, le dernier débat qui est IA, est-il un futur désirable pour la musique, oui ou non? En fait, l'objectif de la partie vraiment convention, c'est de pouvoir mettre autour de la table un certain nombre d'experts qui vont venir creuser toutes ces thématiques, débattre, et alors non pas prendre une décision, mais essayer d'aider tous les usagers à prendre un peu de hauteur par rapport à tous les débats qu'il peut y avoir en ce moment sur le sujet. Ouais, et au-delà justement de ces experts-là, ce qui font, j'ai l'impression, en tout cas moi de ce que j'ai vu dans les intervenants, même dans les gens où j'ai l'impression qu'on se déplacer pour voir ces conférences-là, en fait l'IA peut être partout dans la musique à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la création, de l'expérience. Au niveau du live, on la voit arriver de plus en plus puisqu'on voit un certain nombre d'outils qui commencent à être créés. Je pense notamment à l'outil qui a été créé par Alex Stevens, qui est le programmateur historique de Dour, qui a créé un outil qui s'appelle Booker.fm, qui est un outil qui est justement une espèce d'agrégateur d'un certain nombre de données des artistes, à la fois les articles de presse, mais aussi le nombre de vues qu'ils peuvent avoir sur différentes plateformes de stream, et qui sort à un moment donné une espèce de top list des artistes en devenir en fonction d'un certain nombre de critères qu'on peut ajouter à cet outil. Donc on voit bien que même au niveau de la diffusion et de la programmation de spectacles, l'IA est en train d'arriver et va probablement changer un certain nombre de pratiques. Il y a déjà pas mal de festivals en France qui ont recours à cet outil-là et il y en a d'autres. Effectivement, on peut se dire que ça va complètement modifier le travail des programmateurs et ce que je fais finalement aussi au MAMA aujourd'hui. Ok, bah c'est déjà super intéressant d'avoir cette vision-là parce qu'effectivement, souvent, on va parler de l'intelligence artificielle dans la création graphique, dans l'aide à la création de clips ou justement dans les trucs qui sont les plus visibles actuellement, qui font parler. Ça peut être, alors des fois, c'est des parodies, des fois, c'est des remixes, des fois, c'est tout un tas de choses qu'on peut voir qui sont peut-être plus visibles que justement ces sujets-là. Donc, c'était important d'en parler aussi. Adrien, toi, dans ton métier, alors on ira dans le détail de à quoi ça sert, les limites, les opportunités, etc. Mais déjà, dans ton métier, où est-ce que tu vois les différentes utilisations de l'IA, à quel poste, etc. quoi. Nous, on le voit forcément, il y a la partie hyper émergée, les AI créent des images, etc. Après, moi, j'ai l'impression que la plupart du temps, en fait, c'est une espèce de compilation de ce qui existe, etc. Et on va remettre un peu l'œil de machin, etc. Il y a Midjourney qui s'était fait allumer là-dessus, justement, parce qu'il récupérait beaucoup de choses de DeviantArt. Au final, c'était pas des choses ultra créatives et hyper intéressantes. Et j'ai l'impression qu'effectivement, autant dans tout ce qui est big data, parce qu'on a énormément de data aujourd'hui, etc., ça devient hyper nécessaire, limite, de pouvoir trier tout ça et d'avoir accès à l'information. Autant sur la création artistique, ça peut faciliter sur des backgrounds, des choses comme ça, etc., nous, ce qu'on va appeler les in-between. Donc il y a les frames principales et après, par exemple, sur un mouvement, il va y avoir 2 mouvements de bras qui bougent, etc. Ça, effectivement, c'est du boulot un peu ingrat, qui, théoriquement, avec l'AI, pourrait devenir vachement plus facile. Parce que, voilà, ces petites frames-là qui sont chronophages et qui ne sont pas ce qu'on regarde ou sur lesquels on va faire une capture d'écran, pourraient être générées pareil. Nous, on a testé un petit peu jusque-là. Pour l'instant, je ne suis pas très inquiété pour mon taf. Mais c'est hyper intéressant. Et nous, on a tendance aujourd'hui à essayer un petit peu sur tout ce qui est recherche. Parce que c'est vrai que quand on va vendre un clip ou un visuel, etc., c'est toujours assez compliqué d'expliquer quelque chose qu'on n'a pas encore créé. Donc, soit on travaille avec des gens qui ont confiance en nous et qui nous disent « Ok, on leur écrit par texte, on va faire ça, etc. » Ils nous font confiance, ils connaissent notre book. Soit effectivement, il y a des gens qui ont besoin de voir. Donc là, soit on peut consacrer 2-3 jours à créer une petite maquette, à dessiner, etc. Des fois, on essaye jusque-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des moodboards. Mais c'est toujours hyper compliqué parce que l'artiste va se focaliser sur cette partie du moodboard, le producteur sur une autre partie, etc. Et à la fin, il y a toujours des déçus. L'avantage de ça, c'est qu'effectivement, on peut maqueter assez vite un petit décor, un petit machin en disant « Attention, c'est pas le final, mais c'est pour vous donner une idée. » Donc nous, on a une approche très pré-prod autour de l'AI, pas du tout produit fini. Voilà. Et on cherche pas, moi je vois ça comme des super filtres Photoshop.
un peu plus intelligents, sur du détourage, des choses comme ça. Et moi, de toute façon, je vois mal un créatif se dire « Ah, génial, j'ai plus besoin de dessiner ». À la base, on aime bien ça. Comme un compositeur, j'imagine, tu vois, aime bien composer. Si c'est juste dire hit de l'été et paf, voilà, écoute. Je pense que, voilà, je vois, en tout cas pour nous, je vois pas l'intérêt. Je peux comprendre que l'industrie puisse avoir envie de ça. Maintenant, on y reviendra peut-être après, mais moi, je pense que toute création est d'abord liée à une émotion et parfois à des erreurs, souvent à des erreurs. Donc, voilà, sur ce côté humain, moi, j'ai pas du tout. Je suis même plutôt curieux de voir ce qu'on va pouvoir donner grâce à ces outils-là, comme la génération Photoshop ou After Effects l'a donné à un moment. On est arrivé avec nos ordinateurs. Tu vois, nous, on a commencé il y a une dizaine d'années, voire un peu plus. Et on était les petits jeunes avec leurs ordinateurs. Et on faisait le boulot que pouvait faire une prod de 15 personnes à 2. Bon, on dormait un peu moins qu'eux, mais voilà, ces outils-là nous ont permis d'accélérer plein de trucs comme ça. J'ai l'impression que les AI sont en train d'arriver un peu de la même manière. Ouais, donc ce qui est intéressant dans ce que je dis, au-delà justement des usages vraiment concrets que vous faites, c'est que tu commences déjà à dessiner ce dont on va parler après, c'est-à-dire le côté philosophique de la chose, philosophique ou même, en fait c'est philosophique mais c'est aussi effectivement réel, c'est-à-dire que l'IA peut être vue et doit, on en décidera, chacun en décide, mais être utilisée comme un outil, donc comme un moyen humain et pas comme la fin, comme un moyen pour l'humain, une aide. Donc toi tu le disais notamment pour la recherche, ça peut être super pratique, il y a plein d'autres choses. Après, il y a des usages tels que il y a des artistes qui les utilisent pour faire des covers et personne n'y touche, c'est juste une IA, etc. Donc ça, on en parlera aussi. En tout cas, il y a cette scission un peu philosophique de comment est-ce qu'on utilise l'IA, est-ce qu'on l'utilise pour produire de l'art ou pour nous aider à produire de l'art. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Et tu disais notamment, celui qui est passionné, qui a envie de créer, il aura toujours besoin de le faire par lui-même. Ça nous amène aussi à ce que toi tu fais, que ce soit en tant qu'artiste, en tant que beatmaker. Je suppose que tu as beaucoup de plaisir à faire ce que tu as fait avec le remix de Cyan, que tu en referas d'autres, etc. Mais que si, déjà, on va voir un petit peu plus précisément ce que ça demande artistiquement d'être capable de faire un remix de cette qualité-là. Et c'est pas juste rentrer des voix, rentrer des textes. Mais au-delà de ça, je suppose que toi, dans ton métier, peut-être que tu te retrouves dans ce qu'a dit Adrien, effectivement, ça peut être cool comme aide, peut-être pour trouver des inspi sur de la mélodie. J'ai vu une vidéo d'Isos où effectivement, il va chercher, alors c'est plus pour le challenge, il va chercher des mélodies créées par une IA et après il les sample ou il trouve d'autres idées. Donc pareil, est-ce que toi, dans ton métier, que ce soit d'artiste ou de beatmaker, où est-ce que tu vois l'utilisation de l'IA dans des VST ou des... Musicalement parlant, déjà le truc qui marche et qu'on entend le plus parler, donc là c'est les voix IA, on peut copier le timbre de voix. Pour l'instant c'est le truc le plus convaincant, qui marche le mieux, c'est ce qu'on voit partout en ce moment. Donc ouais, ça c'est super convaincant. Et sinon en termes de composition, j'ai testé quelques trucs, mais pour l'instant il n'y a encore rien de sensationnel. Quand on clique pas sur un bouton, ça te fait une prod incroyable. Donc ouais, pareil, de ce côté-là, je suis pas non plus très inquiet, en tout cas pas maintenant, de ce qui va arriver. Il y a déjà quelques plugins comme ça, mais des plugins qui te servent, parce que je suis aussi ingé son, qui servent un peu à mixer un peu automatiquement. Pareil, j'ai déjà testé, ça marche bien, mais forcément, il faut retravailler. En fait, musicalement, tout ce qu'il y a avec l'IA en ce moment, faut toujours soit retoucher, il y a toujours un humain derrière, il y a rien de magique pour l'instant. Mais est-ce que tu sens quand même, parce qu'effectivement ça c'est vrai, moi je les ai testés ou j'ai regardé des vidéos de gens qui les testent, etc. On sent que c'est encore perfectionnable, c'est encore perfectible, pardon. Mais on sait aussi qu'on est encore au début de la technologie, qu'on avance très très vite, on voit des trucs de plus en plus impressionnants arriver. Est-ce que tu vois un monde où effectivement, ça peut être carré, on peut faire un mix d'un morceau par une IA et ce sera carré, ou est-ce qu'effectivement, de toute façon, il y a aussi ce lien humain qu'on a envie d'avoir avec un ingé, ce conseil que l'IA ne pourra pas avoir? Ouais, l'unique si, j'imagine que d'ici certaines années, ça commencera à devenir vraiment qualitatif. Mais sûr que dans tous les cas, si tu veux un truc vraiment créatif, tu aimes par rapport à la vision de l'artiste, c'est difficile de tout automatiser. Donc j'imagine que d'ici quelques années, ça arrivera. Ok. Il y a aussi ce truc qui est intéressant dans cette idée de potentiellement ça peut remplacer. En fait, il y a aussi une question, et on en a parlé en off, Adrien, une question d'accessibilité, c'est-à-dire que par exemple, un jeune artiste émergent n'a pas forcément accès au service d'un ingé son pro à des stades, assez prématurés de sa carrière. Toi, Bénédicte, que ce soit pour la programmation du MAMA ou anciennement pour celle des Inouïs du Printemps de Bourges, je suppose que tu as l'habitude de recevoir des titres d'artistes émergents.
Et donc, je pense qu'on peut voir, moi j'ai l'habitude aussi d'en écouter, des fois c'est effectivement mal mixé, et on peut se dire, et quand on parle avec eux, c'est j'ai pas d'argent, etc. On en a souvent envie de leur dire, c'est bien d'économiser, d'essayer petit à petit de se professionnaliser dans sa musique pour obtenir une qualité, la qualité que ta musique mérite en fait. Mais ça peut être aussi un bel outil pour eux d'accéder à une qualité très tôt, et puis ça n'empêchera pas d'aller vers des meilleurs ingé-sons après, et peut-être d'élever aussi en partie le niveau que peuvent proposer les ingés, sans forcément niveler les prix par le bas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu sens ces utilisations, alors des intelligences artificielles, mais aussi des nouvelles technologies de manière générale, dans l'utilisation qu'en font les jeunes artistes, ou tu le sens pas encore trop? Je le sens pas encore trop, mais néanmoins, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que c'est hyper intéressant de dire aux jeunes artistes que parfois des outils, parce qu'en fait c'est un outil, et il y a beaucoup d'artistes qui l'utilisent aussi comme un instrument finalement, des outils peuvent permettre de gagner du temps, parce que le temps en musique, il peut être très long, et c'est important que les jeunes artistes prennent le temps de construire leur entourage et fassent pas forcément affaire d'entrée de jeu avec le premier producteur venu ou le premier arrangeur ou le premier... Et par conséquent, pour chercher un peu sa voix, pour affiner son identité, je trouve que c'est des outils qui peuvent être formidables en fait dans cette recherche-là, qui peuvent permettre de peut-être prendre le temps d'affiner, finalement comme ce que tu disais, de faire un peu un book en fait, des éventails vers lesquels on veut aller avant de finalement décider l'humain avec lequel on va vouloir travailler. Ouais, moi j'ai l'impression, tu vois, que effectivement, comme aujourd'hui, n'importe qui a un petit micro chez lui, de quoi s'enregistrer, etc. Et que ça a tendance à démocratiser des choses, effectivement, qui sont potentiellement compliquées à avoir. Et comme tu dis, PNL vaudra un mix comme il l'entend. Mais un jeune artiste, au moins, aura un espèce de truc un peu égalisé, cool à écouter, etc. Et le jour où il pourra, il aura envie d'avoir un humain derrière ça. Et j'ai l'impression qu'un peu comme... on allait faire des petits clips, tu vois, avec la première caméra qu'on trouvait, etc. Parce que ça devenait moins cher qu'à l'époque où il fallait de la pellicule. Le numérique en caméra apportait ça. Nous, avec des copains, on a fait notre premier clip en trouvant une petite caméra numérique. On shootait, on avait un ordi avec un truc de montage, on a essayé. Si on avait dû passer par des pellicules, des machins et tout, nos parents nous auraient dit merci, salut, on n'a pas les moyens. Puis ça me fait penser aussi, pardon, je t'interromps, mais ça me fait penser aussi à l'autotune, qui a donné l'accès à la chanson à plein d'artistes, alors pour le meilleur et pour le pire, on va pas se mentir, mais aussi qui peut, par exemple, T-Pain, qui sait chanter, l'a utilisé comme un outil pour se différencier et amener sa musique plus loin. Ouais, moi j'ai toujours l'impression que c'est pareil, tous les graphistes passent par un moment où ils découvrent Photoshop, ils font tous les effets, il y a tous les filtres, voilà, tout est là, c'est moche, et puis on en revient, on grandit un peu, et puis voilà, on apprend à s'en servir, certains avec parcimonie, d'autres plus jamais les toucher, et j'ai l'impression en fait que l'outil aujourd'hui est là. Le danger pour moi, c'est par contre d'avoir des gens qui s'imaginent que du coup, j'ai plus besoin de DA, j'ai plus besoin d'ingé son, j'ai plus besoin de programmateur, la machine me dit quoi faire. Je pense qu'effectivement, il y aura toujours, c'est un outil qui va faciliter, faire gagner du temps pour justement se focaliser sur ce qui reste vraiment artistique, etc. Enfin voilà, moi j'ai vraiment cette impression-là on met de côté certaines contraintes physiques de temps, etc., ou de moyens, et qui va donner à des talents qui n'auraient peut-être jamais tenté parce que la voix est pas top, etc., ou qui n'ont pas les moyens et qui vont pouvoir tenter d'exprimer quelque chose. Et via les outils, et grâce à cette expression, on va peut-être détecter des gens qui sont incroyables. Et à un moment, c'est comme les gens, tu sais, qui connaissent leur chemin, mais ils ont pris l'habitude de mettre Waze, et ils pestent sur Waze en disant il me fait passer par là, c'est vachement plus long. Du coup, fais-le. Classique. Tu vois, et c'est vrai que je pense qu'il y a toujours un danger de se dire la machine me le fait. Tu vois. Ça me fait penser à l'arrivée d'Internet au début des années 90, fin des années 80, où en fait, moi j'étais de cette génération-là, j'étais à la fac. Et les enseignants disant mais c'est une catastrophe, vous n'allez plus jamais aller en bibliothèque, vous n'allez plus jamais lire un livre. Et en fait, comme tout travail de recherche ou comme tout travail de création, à partir du moment où ça commence à être approfondi, tu as une première approche de l'outil, puis derrière tu vas compléter ta culture, tu vas chercher un peu plus loin. En fait, ça ouvre des nouvelles perspectives. Là où avant, peut-être par exemple, si on prend l'exemple des examens et d'Internet, là où avant, ça faisait sens de tout savoir véritablement, là, peut-être qu'on a plus de place pour la réflexion parce qu'en fait, le savoir est là. On sait où aller le chercher. C'est aussi une compétence d'aller chercher ce savoir-là et de le restituer sous une autre forme. Alors,
pareil, il y a des dérives, parce que du coup, restituer du savoir existant sous une autre forme, ça peut rapidement ressembler à du plagiat. Et ça, c'est un thème qui va être important aussi. Mais effectivement, dans ce que vous dites tous les deux, il y a ce truc ça permet de pousser un peu plus loin. Par exemple, Photoshop, pareil aussi, tu disais, c'est pas parce que ça existe que ça te facilite la tâche que c'est facile. Et typiquement, je prends ton exemple aussi. C'est pas parce que tu as eu la voix d'Angèle que ton remix il est bien. Des remix, on en a entendu plein. On a entendu des parodiques de Caris, de machin. On a entendu, voilà, il y en a plein. Et pour autant, il y en a un qu'on retient actuellement et qui fonctionne vraiment, que les gens écoutent, que Angèle joue en concert, machin. Et il y a des raisons derrière ça. Donc en fait, si on peut aller un petit peu plus loin dans quel est le processus véritablement artistique dont tu as eu besoin pour créer cette œuvre. Ouais, ce qui a marché, c'est que du coup, j'ai quand même vachement approfondi le truc par rapport à juste des covers de Caris sur TikTok, tu vois, ou de Johnny Hallyday. Donc j'ai carrément refait la prod. J'ai repris la composition, enfin les accords, la compo de base du coup de Ça y est, on parle. Ouais. Donc j'ai repris les accords, mais j'ai quand même refait une prod, batterie, basse, j'ai joué moi-même, j'ai fait du piano. Et ça, quelqu'un qui n'est pas beatmaker ne peut pas le faire. Ouais, voilà, exactement. On aurait... Moi, je peux avoir, excuse-moi, mais moi, je peux avoir la voix d'Angèle. Je vais faire une croûte. Je sais pas faire de la musique. Et ouais, le truc qui a fait qu'aussi la voix d'Angèle rende aussi bien, c'est que j'ai chanté par-dessus. En essayant d'un peu recopier le timbre, enfin pas le timbre d'Angèle, mais la manière de chanter, le fait de prendre une voix aiguë, un peu plus poussée dans la mélodie et d'être même un peu plus juste. Donc forcément, c'est là que ça fait le plus réaliste et c'est pour ça que cette cover a marché, quoi. Ouais, d'ailleurs, justement, tu as mis la version avec ta propre voix sur les réseaux sociaux, donc on mettra un extrait aussi parce que ça permettra aux gens de comprendre le talent, le savoir-faire que ça demande aussi de faire ça. Du ice et de l'or, comme près du corps, l'argent de la mort, je nous la qui sort. Oui, en fait, l'IA peut ouvrir des perspectives. Tu peux refaire un son d'Angèle aussi bien qu'un son d'Angèle, ou similaire en tout cas, ou qui plaît. Mais c'est pas à la portée de tout le monde sous prétexte que la voix d'Angèle est disponible sur Internet. En revanche, là où il y a des trucs qui peuvent un peu faire peur, par exemple actuellement sur le volet juridique, il y a un peu un vide juridique sur l'utilisation des voix. Contractuellement, les œuvres sont protégées. J'ai l'impression, en tout cas c'est ce que j'ai compris en cherchant, il n'y a aucune protection de la voix elle-même. On ne peut pas déposer un timbre en soi. C'est ça. Et c'est comme là, imaginons, j'avais pris, je sais pas, une imitatrice, entre guillemets. Il n'y a aucun moyen de prouver que c'est vraiment Angèle. Il n'y a aucun moyen de le prouver, actuellement. Ok, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire que même si c'est une IA, ça se trouve, j'ai entraîné la voix sur quelqu'un qui a une voix super similaire. Et en fait, comme c'est finalement une nouvelle mélodie, une nouvelle prod que tu as fait, en fait, c'est une œuvre originale. Mais c'est comme si j'avais fait une cover moi-même, j'avais fait un piano-voix sur YouTube, ça revient au même, quoi. On peut pas supprimer une vidéo comme ça. Typiquement, justement, en termes de droit, est-ce que les labels sont venus vers toi pour te demander quelque chose? Est-ce que YouTube, automatiquement, a mis quelque chose en place? De base, non, il n'y avait rien. Puis il y a le label de ce qui est venu, qui a supprimé la vidéo, qu'il l'a passé, qu'il l'a bloqué, quoi. Puis après, j'ai parlé avec un mec de là-bas, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'ont pas les droits, parce que c'est même pas eux qui détiennent les droits de composition. Et du coup, j'ai utilisé aucun élément audio du son de base. Donc c'est là qu'ils auraient pu avoir leurs droits, mais bon, du coup, j'ai tout refait moi-même. Et donc, c'est super flou. Et pour contre, la label d'Angèle, j'ai pas eu de retour. Donc, Après, c'est une dimension promotionnelle aussi. Elle a fini par le chanter. Carrément. Elle finit par le chanter. Elle aussi vient de passer disque de diamant, je crois. Aujourd'hui, le single. Donc, ça fait de la promo. Donc, ça, ils ne ferment pas les yeux non plus là-dessus. Mais il y a peut-être un environnement, un écosystème qui doit se créer. Je ne sais pas si tu connais justement des initiatives là-dessus ou si ça va être une question pour toi là prochainement, les droits là-dessus. En fait, je sais que le ministère de la Culture a créé il y a 2 semaines un comité d'orientation stratégique sur cette thématique-là, parce qu'en fait, l'IA, c'est un sujet dans la musique, mais c'est un sujet dans la culture en général, et puis encore au plus large que ça. Donc, je sais qu'il y a des réflexions et ce groupe de travail qui se met en place progressivement pour balayer justement toutes les questions. Et pendant le MAMA, on va recevoir Cécile Rapp-Weber, qui est la directrice de la SACEM, qui va venir faire une présentation, qui va se présenter sa carrière, etc. Et évidemment, c'est des sujets sur lesquels ils sont en train de travailler au niveau européen sur les aspects vraiment de la législation. Mais comme d'habitude, en fait, les technologies, elles vont toujours plus vite que le droit. Mais de toute façon, je pense qu'ils n'auront pas le droit ils n'auront pas le choix, d'accepter, dans tous les cas, même dans tous les domaines, dans tous les cas, les IA vont arriver partout. Ils ne pourront pas vraiment contrôler ni stopper le truc. Donc, je pense c'est sûr qu'il faut composer avec,
Mais effectivement, le stopper, c'est comme le téléchargement illégal. Ouais, où, ouais, voilà, Non, c'est un peu compliqué. sûr, ouais, c'est une bataille. Il faut l'accepter et trouver des solutions, Ouais, effectivement, Ouais. à comment on fait pour que les droits d'auteur, etc., existent encore, mais soient validés. Il y a des petit à petit, il y a des Adobe, etc., qui sont en train de créer des trucs où l'AI de Photoshop, par exemple, qui est assez performante, qu'on a testé un peu, qui est assez marrante, mais du coup se base sur la librairie stock d'Adobe, donc avec des droits garantis, clés en main, etc. Et ils vont recruter petit à petit des gens pour fournir des images, etc. Et qui du coup vont, quand une partie de leur image sera utilisée pour générer, etc., vont toucher des droits. Donc je pense qu'effectivement, on est obligé Là, il va piocher dans des visuels ou dans des sons ou dans des choses qui existent. Et à un moment, il va falloir avoir ce truc de « Ah, bah là, j'ai ton accord à toi, j'ai une petite image de lui, etc. » Et une espèce de SACEM globalisé. Mais quoi. les IA prennent de tellement partout, je vois pas trop comment c'est possible de savoir de quel artiste ça prend pour créer un nouveau truc, quoi. Eux le savent. Eux le savent avec quoi ils nourrissent visuellement. C'était justement le problème de Midjourney avec DeviantArt, où les artistes qui postent dessus se sont rendus compte qu'il y avait une modification des conditions générales et qui du coup, faut que les artistes donnent leur accord ou non. Et malgré tout, ils savent avec quoi ils l'entraînent, etc. Et ce qui pose problème aussi, c'est les tel dessin façon tel artiste, Ghibli, etc. Ça reste quand même un peu sous couvert d'eux. Mais il va y avoir un gros enjeu aussi au niveau des plateformes de streaming. Là, récemment, il y a un son d'un rappeur américain qui s'appelle Rundown Spaz qui est sorti avec un sample de Kanye West. Et quelques semaines après la sortie du son, il a sorti un remix avec Kanye West lui-même qui pose dessus. Next year I pull up to the fucking man, gala in my underwear. I don't care. Used to be a billionaire. That's 1,000 millionaires. Et là, la grosse question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est une IA? Est-ce que c'est le vrai Kanye West? Kanye West est un peu à la fois omniprésent et discret en ce moment musicalement, on va dire. Le couplet pourrait avoir été écrit par Kanye West, mais il y a un petit feeling quand même dessus, intelligence artificielle. Là où c'est pernicieux, c'est que contrairement à Cyan par exemple, c'est un remix IA, on le sait, c'est dit comme ça, c'est vendu comme ça. Là, le mec il le met sur les plateformes, Spotify, Apple Music, etc. Elles ont peu de moyens de vérifier à la main, etc. Et l'auditeur peut être perdu aussi et se dire, lui, il a fait un feat c'est avec qui est Kanye West. important, il faudra toujours mentionner quand c'est une IA. Et j'ai déjà vu que c'est en train d'arriver sur TikTok, justement, des petites marques qui disent que c'est fait par de l'IA. Et ouais, je pense que légalement, là, on n'aura pas le choix de faire ça, en fait, dans les... Ouais, je pense en plus, au-delà de la musique, c'est-à-dire que dans l'information ou les choses comme ça, je pense qu'il va de toute façon y avoir un moment où les États, l'Union européenne, etc., va dire, attendez, vous pouvez pas ne pas dire que c'est de l'IA. Après, libre aux créateurs de contenu, à un moment, de le mettre ou non, s'ils veulent être discrets, etc. Mais je pense qu'ils s'exposeront à quelque chose de super grave si tu fais dire au président quelque chose qui pourrait déclencher quelque chose, etc. Je pense que de toute façon, on va devoir arriver à un espèce de label de « il y en a », etc. Nous, tu vois, on bosse beaucoup avec La Crème et qui petit à petit sont en train de tester ça justement pour de l'humour avec, tu vois, soit c'est complètement obvious ce que ça en est, soit c'est écrit dans la description ou en petit en bas, histoire de pas dire, même par rapport aux artistes. Attention, on joue pas le doute, on joue pas le flou, etc. Mais je pense que de toute façon, on sera obligé de notifier à un moment que là, ça, oui, non, c'est pas vrai. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, tout est une question de communication aussi, parce que derrière, à quel point il faut que ce soit visible pour que l'auditeur en fait soit au courant que c'est pas Kanye West sur ce son-là. Est-ce qu'il faut que je fasse mes recherches? Est-ce qu'il y a un petit son au début qui dit ceci est une intelligence artificielle, tu vois, c'est tout ça. En fait, c'est super cool tant que c'est de la musique et que c'est de la bonne musique. Mais demain. Après, s'il lui avait fait tenir des propos bizarres sur le titre, ça peut créer. Enfin, ça peut. Bon, alors, la carrière de Kanye West est déjà très controversée. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut l'amener, voilà. Mais sur un autre artiste, par exemple, si tu avais voulu lui faire dire quelque chose d'autre à Angèle sur un son qui lui ressemble musicalement, etc., techniquement, tu aurais pu. Pour elle, l'impact, il est différent, quoi. Non, carrément, ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faudra labeller que c'est de l'IA. Et ouais, comme je disais, c'est déjà en train d'arriver sur TikTok, et là, je suis sûr, dans quelques jours, ça arrivera dans à peu près toutes les plateformes, quoi. Ouais, il n'y a pas le choix. Après, la question, c'est est-ce que finalement tout le monde va jouer le jeu de la transparence? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir arriver il y aura des sanctions. Voilà, des menaces de sanctions ouais, et que la loi soit hyper claire là-dessus? Et c'est
pour l'instant, c'est un flou. Donc, les gens de bonne volonté peuvent communiquer sur les réseaux que c'est de l'IA, mais est-ce que tout le monde va vouloir le faire ? Et c'est là où va arriver la législation. Ce sera souvent les mal intentionnés. C'est ça va être une question d'intention, c'est ce que j'allais dire. Et pareil, il y a plein d'outils, toute la robotique, etc. Il y a toute une question d'intention aussi. En fait, toutes les technologies, même un marteau, si on veut l'utiliser pour tuer quelqu'un, on peut l'utiliser pour tuer quelqu'un. Si on veut l'utiliser pour planter un clou, on plante un clou. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura de toute façon, effectivement, une espèce de sanction qui risque de faire peur. En disant, oula, attention, si je fais ça, je m'expose à tout ça. Et là, il y aura un besoin de sensibilisation. Et d'éducation quand il y aura une loi, de dire voilà, attention là, prenez-en note, etc. Maintenant, effectivement, je pense que ce sera hyper dur d'aller détecter dans la moindre vidéo qu'est-ce qui a été fait par AI, pas par AI. Tu vois, est-ce qu'à un moment, nous, un dessin va être considéré comme généré par AI parce que l'algorithme le détecte comme tel? Ouais, effectivement, ça, je pense que ça se basera de toute façon sur la bonne volonté des humains et de la peur un peu de la loi derrière, et du danger du public aussi. Tu vois, moi j'ai l'impression aussi que le public peut trouver ça marrant, là, tu vois, des remixes, etc., tant que c'est bon esprit. Je commence à faire dire quelque chose de vraiment problématique à leur artiste favori, etc. Là, les gens vont peut-être commencer à prendre un peu peur autour de ces sujets-là. Tu vois, on l'a vu autour des NFT. Qui sont arrivés un peu, c'est la nouvelle technologie, ça va tout remplacer, il devait y en avoir partout, etc. Et puis patatras. Et aujourd'hui, il faut même s'il y a un tout petit peu de technologie là-dedans qui peut ressembler à des NFT, tout le monde va essayer de le cacher. Donc c'est devenu hyper péjoratif les NFT. Alors que pendant 6 mois, 1 an, c'était dans tous les médias, toutes les tables rondes, toutes les conférences, c'est le futur, comment on fait avec ça, etc. Et j'ai l'impression aussi, tu sais que aujourd'hui, des sujets technologiques comme ça qui auraient dû être limite confidentiels au milieu des pros deviennent mainstream. Tu vois, tout le monde en parle, les NFT, tu vois, en vrai, c'est quelque chose... Ça concerne quand même beaucoup les techniciens, etc. Ils deviennent très, très mainstream via les réseaux et parce qu'on s'est technologisé, si je peux me permettre. Voilà, et le danger pour ces technologies-là, c'est d'aller un peu trop vite auprès du grand public, du coup de faire peur, et du coup de devenir un truc, oula, si on voit les gens en veulent plus, etc. Et de faire perdre peut-être du temps au développement de la technologie sur des choses qui pourraient être intéressantes en outils, en aide, etc. Ouais, il y a une vraie problématique de faire comprendre un outil, de savoir comment le communiquer aussi, quand on l'utilise ou quand on l'utilise pas, etc. Donc c'est des grosses problématiques. Et je reviens aussi sur ce qu'on disait, sur le fait de faire dire les choses à des artistes en utilisant leur voix. Il y a eu ce cas d'un artiste intelligence artificielle qui s'appelait FNMK, je ne sais pas s'il existe encore, en tout cas son contrat a été rompu, et donc c'était une intelligence artificielle rappeur, donc il prenait vie sur les réseaux sociaux, il faisait des clips, il a fait un feat avec Gunna, il était signé en major, et il se trouve que les textes étaient rédigés par des intelligences artificielles, etc., les mélodies aussi, les prods aussi, à partir de sons existants, de textes existants, etc. Et il se trouve que cette intelligence artificielle a eu des propos, a utilisé le N-word, utilisé tout un limite glorifier un peu les difficultés que peuvent avoir les Noirs américains avec la police, etc. Donc il s'est fait, entre guillemets, si on peut dire ça pour une intelligence artificielle, cancel. Et effectivement, où est-ce qu'on contrôle le discours de ces intelligences artificielles-là? Et ça, c'est un cas isolé dont on peut parler, mais aussi du coup d'autres cas d'intelligence artificielle. Il y a une qui s'appelle Nounouri, qui a été signée chez Warner. C'est plus pop pour le coup. Est-ce que toi, par exemple, Bénédicte, si tu devais programmer ce genre d'artistes sur scène, parce que du coup c'est des artistes à part entière, ils font des clips, ils font des morceaux, ils sortent des albums, a priori il y a un moment où ils vont faire de la scène, peut-être que c'est déjà le cas d'ailleurs. Comment est-ce que de quel œil tu vois tout ça, toi? Au MAMA, on programme cette année un artiste qui s'appelle Wim Therapy et qui travaille avec Sony et la section intelligence artificielle de Sony, et qui explique très bien dans sa création qu'il utilise l'IA comme un vrai outil. Je ne sais pas encore la forme que ça va prendre sur scène, en fait. Je trouve que c'est assez excitant, justement, de se dire, finalement, qu'est-ce que ça va créer aussi sur le spectacle, comment on va mettre ça en scène, comment ça va exister, comment on va comprendre qui fait quoi entre le musicien et l'apport de l'IA.
je trouve ça plutôt assez excitant en fait. Je me dis, tiens, un endroit où le spectacle vivant et la musique live doivent encore continuer à s'inventer, proposer des nouvelles formes. Je trouve ça assez positif. Après, comme d'habitude, quoi, c'est quelle va être la limite de ça, quelle va être la limite d'interaction avec le public, parce que finalement, ce qui marche sur scène, c'est la représentation du corps, quoi. C'est le corps, les émotions, et comment ça, on va réussir à le restituer sur scène. Pour l'instant, c'est encore assez incertain, mais je suis assez positive sur qu'est-ce que ça pourra aussi peut-être générer et inventer. Alors, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, c'est qu'il reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure, alors l'utilisation d'un outil. Il y a Stromae aussi qui avait co-composé avec une intelligence artificielle. Donc là, il y a cette idée où l'humain se mêle à l'IA. Effectivement, il y a cette notion de comment on le figure sur scène, c'est hyper intéressant. Il y a aussi l'enjeu de, pour un artiste qui produit des œuvres entièrement générées par l'intelligence artificielle, et où là, c'est plus vraiment, l'humain s'efface derrière l'outil, forcément un humain derrière quand même. Il y a cette question, on l'a déjà vu avec des Gorillaz, avec des Daft Punk qui sont des avatars entre guillemets, surtout Gorillaz en l'occurrence. Mais il y a cette question aussi, cette question philosophique de est-ce que un son qui est généré de bout en bout par des intelligences artificielles peut générer la même émotion. On rentre un peu dans le côté philosophique, je pose la question à toi, mais je pose la question à vous aussi. Est-ce que vous iriez voir en concert alors pour Wim Therapy, c'est particulier, et moi aussi je trouve ça excitant. J'avoue que moi personnellement, le côté FN Mecha où nous nourrit totalement IA de A à Z sur scène, ça me parle moins. Mais encore une fois, c'est une question de jugement parce que je suis en retard, etc. Qu'est-ce que vous en penseriez? Oui, j'irai si voir la musique te parlait, tu vois. Ouais, mais j'irai voir par curiosité, mais je t'avoue que si ton catalogue entier Spotify est rempli juste de sons composés 100% par des IA. Alors après, les sons sont impressionnants. Pour le coup, c'est bien fait. C'est pas comme ce qu'on peut trouver un peu sur Internet ou bidouiller soi-même, etc. C'est quand même des sons qui sont audibles. Le son de Nounouri, il est relativement catchy, etc. Mais il y a cette question philosophique de est-ce que je paye? Parce que aussi, il y a tout un truc de si c'est généré que par des IA, il y a beaucoup moins d'humains derrière. Est-ce que j'ai envie de payer le même prix pour voir le Bercy de Nounouri ou voilà. Il y aura toujours des humains derrière, on est d'accord, mais... Après, je pense que la limite qu'il va avoir au niveau composition avec l'IA, c'est que du coup, l'IA, ça se repose sur ce qu'ont déjà fait des humains. Oui. Donc, je suis pas sûr que l'IA pourra composer, par exemple, des nouveaux genres, des choses comme ça. Il y aura forcément la limite de l'humain derrière. Et ouais, je pense que ça pourra être utile pour de la pop, des trucs comme ça, des trucs assez lisses où ça prend pas forcément 1 million de risques. Je pense qu'il y aura forcément des gros artistes IA. La question, c'est est-ce que finalement, ces gros artistes IA, ils vont pas aller dans des circuits de diffusion pas encore suffisamment explorés, quoi. Finalement, est-ce qu'on les verra pas qu'en vidéo? Est-ce qu'ils vont faire un Bercy ou ils vont faire un live Twitch Carrément, c'est tout à fait possible. Hyper moderne, hyper emprunt de toute la technologie des jeux vidéo. Enfin voilà, je pense qu'il y a ça aussi qui va peut-être arriver, que pour l'instant, on ne pressent pas encore. Moi, j'ai l'impression que ça peut exister, mais parce qu'il y aura des humains derrière qui ont envie d'aller vers ça et qui ont envie de prendre ce risque et que l'AI va leur permettre de générer ce live Twitch, etc. Mais qu'il y aura du choix. Et je suis totalement d'accord avec toi, je rebondis sur... Pour moi, l'AI ne se nourrit que de ce qui existe déjà. Donc, et en général, fait un médian, on l'a vu, nous on a beaucoup testé ChatGPT par contre, à discuter avec, à lui demander des trucs fous et tout. C'est un médian un peu mou de l'humanité, en tout cas connectée, de ce qu'il peut trouver sur Internet, etc. Donc ça sera toujours un espèce de truc, genre ça a l'air de plaire à la grande masse. Et effectivement, tous les nouveaux courants, à un moment, ont été détestés par la grande masse, ou en tout cas pas connus, ou un peu rejetés. Et petit à petit, voilà, le rap, Basquiat, enfin voilà, il y a plein d'exemples d'artistes qui au début ont été regardés un peu de loin, étaient des niches, puis petit à petit se sont imposés en travaillant, en convaincant des gens. Et j'ai l'impression que les AI, en tout cas la 100% autonome de « vas-y, fais-moi de la musique », tant qu'il n'y a pas un humain pour dire « attends, cette erreur-là, ce petit glitch qui s'est passé, un moment, tiens, je le prends et je l'exploite, et peut-être que l'AI peut me faire une meilleure loupe là-dessus, etc. » Mais si on la laisse 100% toute seule, elle fera un truc, bon, c'est pas mal. Techniquement, c'est clean, mais émotionnellement, il n'y a pas ce risque, il n'y a pas cette voix saturée parce que son micro n'était pas top, mais en fait, c'est ce qui donne cette teinte incroyable, cette voix un peu cassée à un moment, cette fausse note, mais qui devient super cool. Enfin, voilà, moi j'ai l'impression en fait que c'est de l'industriel. Alors, il y a de l'industriel qui est top,
J'adore certains films Marvel, mais ça ne nous empêche pas de flasher un moment sur un Get Out qui est incroyable et qui va être un plus petit budget, c'est américain, mais ou des petits films indés français, des petits clips qui sortent de nulle part et qui sont top et qui sont justement faits par un peu manque de moyens, par envie créative et par prise de position. Et moi j'ai l'impression que si on demande à l'AI de fournir le produit fini sans jamais le regarder, etc., on aura des trucs un peu mollassons. Après, peut-être que voilà, ça va super vite et ça se trouve dans 5 ans, tu me fais écouter un truc, je dis incroyable, j'ai jamais entendu ça et c'est extraordinaire et c'est inédit. Mais en tout cas, là, à l'heure H, et je pense d'ici 1 an ou 2, on est un peu loin de ça. Et j'ai l'impression que par contre, avec voilà, tu vois, le retaf musique, un choix artistique en fait, vraiment de la direction artistique, composition, etc. Par contre, ouais, on peut réussir à avoir quelque chose qui va être incroyable ou qui peut mettre un coup de projecteur sur un compositeur talentueux, arrangeur, etc. Et dire, ah bah attends, vachement bien ce qu'il fait, j'espère qu'on t'a proposé des deals en tant que DA, réal d'album ou choses comme ça, tu vois. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va pouvoir voir ces talents-là, mais si on dit, allez la machine, fais-moi un truc, comme je disais, moi, on peut me filer tous les plugins de musique, les AI de musique, etc. Je pense pas être doué pour produire un album demain, faire des choix, écrire un classique, ne serait-ce qu'un album qui s'écoute bien, malgré toutes les voix de la Terre, et même peut-être avec une équipe de ghostwriter, beatmaker, etc. Je pense pas, moi, avoir la sensibilité artistique musicale de faire tous les bons choix pour que ça soit un bon album. Et je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des talents humains qui ont une sensibilité musique, programmation, etc., qui peuvent créer un ensemble qui est intéressant et qui seront aidés par de l'AI. Enfin voilà, je me dis pas ça va tout remplacer, ça va être génial, on va juste s'asseoir et commander de la musique et elle arrivera clé en main, quoi. Mais très curieux de voir ce que ça peut donner. Et j'ai l'impression que de toute façon, il y aura un humain pour dire bah on va faire Bercy, enfin tu vois. Ouais, c'est clair. Tel style de musique, tel machin, plutôt tel titre, pas celui-là. Enfin tu vois, de toute façon, il y a un moment, il y a une direction artistique qui doit être prise. Enfin, ne serait-ce que pour dire à l'AI, fais-moi ça, etc. Tu vois, après, je serais curieux de voir quelqu'un qui dit à une AI, fais de la musique. J'attends de voir, etc. Ça, je serais hyper curieux de voir un truc comme ça. Il y a 2 choses sur lesquelles, notamment dans ce que tu as dit, sur lesquelles je veux revenir avant qu'on conclue et qu'on voit aussi globalement ce que vous pensez sur le futur. Les 2 choses, c'est premièrement le côté avant-garde qu'une IA peut difficilement avoir, là où un humain, il y a la notion de moment, de vision, etc. Là où une IA va toujours se baser sur ce qui est existant. Alors peut-être qu'on tend vers quelque chose où les IA vont pouvoir de plus en plus sentir par rapport à un certain nombre de paramètres, etc. Je ne sais pas, mais effectivement, pour l'instant, j'ai envie de croire que c'est la grosse limite. Ce qui, en revanche, peut inquiéter, et notamment par rapport à l'émergence, c'est justement le côté industriel que peut permettre une IA. Imaginons, on a un artiste qui produit des œuvres par intelligence artificielle, là entièrement incarné par une IA, etc., qui du coup repère des nouvelles tendances créées par des artistes émergents encore nichés et qui les porte à un niveau industriel du fait de la carrière qu'elle a déjà. Là, il va se poser une nouvelle question de plagiat, mais du coup, dans le sens un petit peu inverse. Donc c'est là qu'on peut aussi se dire quelles sont les limites. Après, du coup, si on veut un peu conclure, ouvrir, je ne sais pas s'il faut avoir peur de ça. Je ne pense pas, de toute façon, dans tout ce qui a été dit là aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ni vous dans vos créations, ni toi dans la programmation, qu'il y ait des peurs qui soient vraiment justifiables. J'ai l'impression que vous êtes tous plutôt excités et que vous regardez un petit peu le futur avec qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nouveau avec toutes ces choses-là. Est-ce que vous voulez chacune conclure sur ces opportunités que ça va pouvoir avoir et peut-être l'encadrement qu'il y ait avec ça? Par rapport aux très jeunes artistes qui pourraient effectivement se voir leur œuvre spoilée, dévolée très très tôt dans leur carrière, je pense qu'il faut avoir beaucoup de pédagogie et leur dire déjà il faut déposer vos œuvres et vos étapes de travail à la SACEM. Mais d'ailleurs, c'est possible de le faire aujourd'hui de manière hyper facile grâce à une IA, puisque la SACEM utilise aussi l'IA dans son fonctionnement. Ensuite, effectivement, je pense qu'il faut réfléchir à comment on protège les auteurs. C'est hyper important de protéger la création et de protéger les auteurs. Après, moi, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, cette histoire d'accidents. En fait, la création, c'est beaucoup des histoires d'accidents aussi. Donc, est-ce que l'IA va permettre de faire gagner beaucoup de temps sur beaucoup de sujets mais
qu'on va quand même garder ce côté outil pour l'utiliser comme finalement un nouvel instrument dans la création. Ça, j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Après, finalement, il y a beaucoup de formes d'intelligence différentes. Les psychologues ont essayé beaucoup de mettre dans des cases l'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle. Et finalement, est-ce que l'intelligence artificielle n'arriverait pas aujourd'hui comme une forme d'intelligence en plus qui permette d'avoir tout un panel d'outils au service de la création? Sur le volet de la diffusion, je ne suis pas très inquiète parce que je pense que c'est des outils qui peuvent énormément faire gagner du temps. Par exemple, quand au MAMA, on reçoit 2000 candidatures sur la plateforme du MAMA et qu'il y a forcément des artistes qui s'inscrivent sans respecter les critères de base, finalement, est-ce que à un moment donné, on ne pourra pas aussi avoir des outils qui vont nous aider à faire du tri, nous aider à faire gagner du temps et qui fera quand même qu'à la fin, par rapport aux critères qu'on a définis, on va quand même écouter les 1500 ou 1700 groupes qui restera. Et qui peut aussi finalement égaliser un petit peu les chances par rapport à des artistes qui sont favorisés par leur passif, par leur réseau, etc. Alors que des fois, il y a des artistes qui ont un public, ça se voit dans les chiffres sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, etc. mais qui n'accèdent pas à ces programmations parce que on peut, et c'est une réalité humaine, à laquelle faut pas. Tu me diras si c'est une réalité ou pas. Je ne parle pas forcément des tremplins, je parle aussi des festivals, des artistes qui peut-être pourraient être programmés, devraient être programmés, mais ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas d'autres éléments. Est-ce que tu penses que ça peut être une solution? Je pense que ça peut être un outil démocratique aussi, parce que forcément, on a des habitudes de travail avec un certain nombre de producteurs de spectacles, et un artiste plus jeune qui n'a pas encore tout l'entourage professionnel peut passer entre les mailles de filet à cause de ça. Donc, effectivement, ça peut aussi aider, quoi. Mais donc, beaucoup de solutions quand même à trouver et dont on peut se réjouir, quoi. Je pense qu'il faut se réjouir dans un cadre légal qui doit être posé. J'ai rien, désolé. Non, je suis totalement d'accord. Très important de le préciser pour toutes les raisons aussi qu'on a vues là jusqu'ici. Pareil, un peu même question pour vous. Peut-être, qu'est-ce qui t'excite le plus, toi, Adrien, dans ce que ça peut te permettre de faire? Moi, je trouve toujours que plus la technologie amène des gens qui n'auraient pas les moyens ou l'entourage les amène à créer des trucs, mieux c'est. Et de toute façon, ils auront envie de faire par leurs propres moyens. Et quelqu'un, moi, de toute façon, qui, via son ordinateur, une voix et un machin, me transmet une émotion, c'est son outil via lequel, tu parlais de Daft Punk. Daft Punk, c'est des samples, c'est de la musique électronique, etc. Ils ont fini par enregistrer aussi des vrais instruments, enfin, tu vois, genre. Et si via un sample, il arrive à me faire vibrer un truc, je trouve ça incroyable. Sur notre métier, de toute façon, moi j'ai l'impression, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, avec Internet, plus personne n'allait sortir. Tu vois, moi j'étais un enfant des années 90, j'ai vu le début 2000, plus personne devait sortir, etc. On a vu les concerts sont pleins, les gens ont envie de sortir, ils vont en terrasse. Voilà, on s'est pas enfermé dans le métaverse post-Covid avec nos casques et Covid. Oui, on l'a beaucoup vu, croyaient à Covid, ça justement. Pendant le Covid, on s'est dit le live va terminer, etc. Voilà, pas du tout le live. 2 mois de confinement, on aurait pu se dire, c'est bon, les gens ils ont leur console de jeu, ils font des apéros Skype. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de sortir. Voilà, donc j'ai l'impression que le numérique c'est super quand c'est un outil pour je suis là, on se retrouve à telle heure, etc. Dès qu'on dit aux gens Facebook Metaverse, vous n'avez pas de jambes mais vous êtes en avatar 3D un peu pourri, ça prend pas. Donc voilà, je pense que les gens ont toujours envie de sentir de l'humain derrière, même si c'est de la musique électronique, on sent de l'humain derrière, etc. Et on le voit aussi, tu vois, avec la génération là, on en parlait l'autre fois, tu vois, on voit exploser énormément de peintures dans les covers, alors que tout le monde a accès à un appareil photo, pourrait faire que du vectoriel, du machin. On voit beaucoup des vinyles se vendent bien. Enfin voilà, il y a un attrait à tout ce qui est plus physique, matiéré, etc. La photo argentique, tu vois. Et j'ai l'impression en fait que les gens ont toujours envie de sentir de l'humain, un truc vibrant, un truc un peu vrai, tu vois. Je pense qu'il y a un truc là-dedans justement qui est lié à l'émotion. On a toujours peut-être envie de se sentir unique et du coup, être unique, c'est peut-être aller à l'inverse de la tendance. D'où peut-être en partie le retour de vinyle, le retour de la peinture sur les covers, etc. On va chercher du choc en allant à l'inverse de ce qui peut être évident aujourd'hui. C'est ça, et quelqu'un qui à un moment va se dire ok, tout le monde fait comme ça, contre-pied, je fais comme ça. Et c'est lui qui va nous choquer. Ou elle, tu vois, où on va se dire oh waouh, personne n'a jamais fait comme ça. C'est vachement bien.
où ça me choque un peu Ouais. au début, tu vois. Ouais, et puis je pense que c'est aussi des problématiques qu'il faut mettre face aux enjeux environnementaux, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand dans le milieu du spectacle, on est tous en train de se poser la question de comment on va faire du spectacle dans 50 ans, qu'est-ce que ça va devenir, bah, la question de développement de ces nouvelles technologies, elle est à mettre en miroir de ces enjeux-là aussi. Finalement, si à un moment donné, il y a vraiment des problématiques d'électricité de base, qu'est-ce que le spectacle va devenir? Je pense qu'il va y avoir des nouvelles formes qui vont être créées aussi. Donc peut-être que l'IA, dans 50 ans, on n'entendra plus parler. Je pense vraiment que l'humain, de toute façon, a besoin de voir des humains. En tout cas, de sentir une patte humaine à un moment dedans. Sinon, en fait, déjà aujourd'hui, avec tous les savoirs qu'on a, etc., faire un hit, ça serait super simple. S'il suffisait d'avoir un algorithme pour faire un hit, j'imagine que toutes les maisons de disques seraient en train de faire des disques de diamants, des spectacles sold-out pendant 6 mois de Stade de France. Voilà, malgré tout, on a besoin de ces accidents et de ces choses qu'on n'avait pas prévues. Et combien de hits sont propulsés pour devenir des hits ne le deviennent pas. Et combien sortent, on se dit, ah tiens, et puis ça devient un hit et ça lance des carrières. Et voilà, donc. Bah, en fait, c'est ça la conclusion. Je pense que c'est juste que ça va pas tout révolutionner. Ça veut juste faire partie de nos vies. Ça va être des outils qui vont nous faire gagner du temps. On va vivre avec et voilà, ça va pas tout changer, j'ai l'impression. C'est juste, ça va rester des trucs cool. Ça va juste nous faire gagner du temps, quoi. Ouais. Et gagner du temps aussi, le temps c'est de l'argent, ça permet peut-être de réduire des budgets pour un résultat similaire ou avec des mêmes budgets d'aller à un résultat qui est peut-être plus Tu vois, important. moi, sur un truc super concret, moi, je suis hyper dyslexique. Donc, à l'écrit, c'est une catastrophe. Et j'ai eu très, tu vois, pendant longtemps, écrire un mail, un machin, je le faisais rechecker par ma femme, par un pote, etc. Bah, aujourd'hui, avec ChatGPT, j'ai une correction qui tient vachement bien la route. Et ça m'a vachement libéré. Tu vois, au côté communication, quand je vais faire un dossier, un truc comme ça, je peux le taper tout seul, je me sens serein. Je l'envoie à ChatGPT, il me le corrige, hop, c'est bon. Et tu vois, c'est ce genre de truc, en fait. Moi, je vois vraiment côté outil et pas, je me demande pas d'écrire mon dossier. C'est mon choix artistique. Moi, je me suis souvent fait la réflexion des groupes français qui chantent en anglais avec un accent vraiment yaourt et je me suis dit, tiens, là, l'IA pourrait jouer quelque chose sur les intonations, la bonne prononciation et ça peut être cool aussi en vrai, quoi. Et du coup, bon, toi, tu as déjà apporté un petit peu ta conclusion, mais est-ce qu'il y a un truc qui t'excite le plus dans cet usage-là? Est-ce que tu es déjà dans ce qui t'excite le plus? Bah du coup ouais, le truc intéressant là c'était les voix, mais moi je pense que c'est surtout un effet de mode. Ce qu'on découvre et on voit enfin que c'est super réaliste, donc voilà, ça buzz quoi. Ouais, je pense qu'il va être intéressant, ce sera pour commencer des sons, donner peut-être des idées, des débuts de composition, un petit 4 secondes d'un sample intéressant, ça peut nous emmener sur un son de 3 minutes incroyable quand on retaffe derrière. Je pense que ça va être là un peu l'utilité de l'IA. Et un peu ce syndrome de la paille. Ouais, voilà, c'est pour un peu casser ce truc. Et puis même faire commencer à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de théorie musicale, leur faire partir sur une bonne base, même les aider. Par exemple, si on fait une fausse note là, ça te dit c'est peut-être un peu bizarre, change, tu vois. Voilà. Je pense que ça reste, comme j'ai dit 36 fois, ça restera des outils, mais ça va rester cool. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. La discussion va toucher à sa fin, c'était très intéressant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, aussi bien sûr les risques, mais aussi et même surtout sur les opportunités. Là, on est dans une période un petit peu à la fois de vide juridique, à la fois de flou en termes de jusqu'où ça peut aller, etc. Mais si on se débrouille bien, dans un cadre légal, on devrait arriver à des choses assez intéressantes. Je fais un petit tour des actus. Bon, le MAMA sera terminé probablement quand les gens pourront regarder cette vidéo, mais ça se sera passé du 11 au 13 octobre. Est-ce qu'il y aura peut-être des actualités justement a posteriori dont tu veux parler? Sur le site internet du MAMA, il y aura pas mal de débats qui seront en replay, donc les gens pourront quand même aller écouter pour creuser un peu sur ces thématiques-là. C'est des vrais experts qui vont parler. Super, donc voilà, si les gens veulent creuser, effectivement, le site du MAMA sera disponible, on va le mettre en description. Voilà, des projets qui t'excitent sur lesquels dont tu peux déjà parler ou pas, je sais pas. Très très cool en ce moment, mais je peux parler de rien. On les suivra. On avance sur la saison 3 de SKU. Voilà, mais c'est toujours long à faire, etc. Mais ça arrive. Pareil pour toi, que ce soit en tant que beatmaker ou artiste, il me semble que tu as des petits trucs que tu as peut-être envie de nous parler. Du coup, j'ai un côté artiste, projet solo à côté, donc je taffe sur un nouveau projet où je chante, je prod, je mixe, machin, donc je taffe sur un nouveau truc, donc ça va sortir quand.
Et sinon, si vous avez kiffé, ceux qui nous regardent, si vous avez kiffé la prod du coup du remix d'Angèle que j'ai fait, je sors plein de prods sur YouTube. C'est pareil, je pense que ce sera en description, donc si vous voulez checker. N'hésitez pas à vous connecter avec ça. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Et merci à ceux qui nous ont écoutés.